Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce café débat dans le cadre de la Journée nationale de prévention du suicide. Donc nous sommes accueillis au Gazette Café et on les remercie. Et nous sommes aussi enregistrés et diffusés sur la radio Aviva, que nous remercions également pour cette mise en lumière de la question du suicide dans la société. Aujourd'hui, donc, cette journée est organisée par les associations Vivre son deuil, Jonathan Pierre Vivante et SOS Amitié. Et dans un premier temps, je vais donc appeler leurs présidents respectifs. Jean-Noël Pinard, président de SOS Amitié. Jean-Noël Pintard, pardon, président de SOS Amitié. C'est parce qu'on est dans un café peut-être. Et puis qu'il faut pouvoir aborder avec toujours un peu de sourire des sujets très sérieux, car il faut pouvoir les aborder. Donc Jean-Noël Pintard, et nous nous connaissons, et je pense tu pardonneras cette petite erreur, de SOS Amitié, donc association qu'on ne présente plus et qui est bien connue et implantée à Montpellier. Vous avez pu lire aussi dans le Midi Libre quelques éléments sur le sujet, suivi d'une intervention de Catherine Favre, présidente de Vivre son deuil, et de Evelyne Flavier pour Jonathan Pierre Vivante, des associations pour les familles endeuillées. Et donc elles viendront ensuite s'exprimer également. Jean-Noël, je te laisse la parole pour dire un mot. Juste quelques mots, parce que contrairement à ce que dit Charlie, tout le monde ne connaît pas SOS Amitié. Donc SOS Amitié est une association qui a été créée en 1960, on a quand même plus de 60 ans, à Boulogne-Billancourt, et à Montpellier, c'était créé en 1972, donc on a déjà dépassé la cinquantaine. C'est une association qui fait de l'écoute généraliste, contrairement au 3114 qui fait de l'écoute spécialisée suicide, prévention du suicide. L'association a été créée effectivement sur la prévention du suicide, et puis on est devenu généraliste, et on écoute de trois manières. On écoute par téléphone, c'est notre écoute d'origine, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On écoute par chat, et là c'est beaucoup de jeunes qui nous appellent dans les chats, et on écoute également par messagerie, et là on met à peu près 24 heures à répondre, et puis il y a des dialogues par messagerie. Et c'est une écoute qui est un peu originale, qui paraît un peu originale pour un certain nombre, parce que c'est une écoute complètement anonyme, contrairement au 3114, c'est là qu'on verra les différences importantes, et du coup c'est là aussi qu'on verra peut-être les différences d'effets sur les personnes, où on n'a pas le même objectif. C'est pour ça que nous sommes complémentaires, et on est ravis de leur donner un peu de lumière, parce que c'est intéressant qu'on soit très nombreux à travailler sur la prévention du suicide. C'est une écoute donc qui est anonyme, c'est une écoute qui est centrée sur la personne, qui est sans jugement, et surtout ce qui surprend beaucoup, c'est une écoute sans conseil, parce qu'on estime que le conseil ne sert à rien, on n'est pas à la place des gens, ça ne sert à rien de conseiller. Voilà, juste pour dire en gros ce qu'on fait. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez déjà les triptyques qu'on vous a distribués, les petits dépliants qu'on vous a distribués. Vous pouvez aller voir SOS Amitié France sur Internet, et SOS Amitié Montpellier également, 34, sur Internet. Et puis, on verra dans le débat répondre aux questions pour vous présenter un peu plus éventuellement. Voir en regard des autres associations l'activité de chacun. Ce qui nous paraît important en tout cas à nous, et ça fait déjà longtemps qu'on travaille avec Vivre son deuil et Jonathan Pierre Vivante, c'est d'avoir une collaboration avec d'autres associations. Il y a vraiment du travail pour tout le monde. Alors une autre différence aussi qui est importante, c'est que nous, il n'y a que des bénévoles sur SOS Amitié, alors que 3114, ce sont des professionnels. C'est pas le même objectif, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes modes d'intervention. Et comment dire, oui, ça reste très complémentaire. On va rester là, c'est pas la peine de faire durer trop longtemps. Catherine, tu vas intervenir? Alors c'est maintenant à Catherine Favre pour l'association Vivre son deuil. Alors bonsoir à tous. Oui, donc l'association Vivre son deuil, elle est plus jeune que SOS Amitié. Elle a une vingtaine d'années en France, et elle a 8 ans à Montpellier.
Et donc, nous accompagnons toutes les personnes qui en font la demande et qui sont en deuil, qui ont besoin d'un soutien ou de repères aussi sur le deuil. Donc, que ce soit des adultes, que ce soit des familles, que ce soit des enfants, des adolescents. Et nous essayons là aussi de leur permettre de cheminer dans leur processus de deuil, de comprendre ce qui leur arrive, de se rassurer aussi, voilà, de trouver des repères. Pas de conseils non plus. On est mal placé pour ça. Voilà, donc on est un petit groupe de bénévoles formés et supervisés, comme le demande la charte de la Fédération européenne, donc Vivre son deuil. Voilà, on a essayé sur Montpellier, on essaye toujours d'avoir des modalités d'accompagnement un petit peu originales ou créatives, ou diversifiées en tout cas. Donc on accompagne à la fois par téléphone, par des échanges de mails, on accompagne dans des entretiens individuels ou familiaux qui sont gratuits bien sûr. Il y a des personnes qui veulent pas parler individuellement mais qui veulent trouver du soutien dans un groupe. Donc on a des groupes d'entraide en fait. Et puis on anime aussi, certaines bénévoles animent des cafés deuil. Donc là on vient si on veut, on parle si on veut, on s'inscrit pas, on est plus anonyme, mais ça permet aussi d'avoir de l'information. Des randos deuil pour les gens qui ont envie de se remettre en route et qui ont envie d'avancer un peu et de se remettre en forme, je dirais, tout en travaillant leurs émotions ou ce qui est là en eux, quoi. Voilà, donc de la diversité et puis une attitude, je dirais, évidemment de non-jugement, d'accompagnement classique, quoi. Classique des bénévoles. Voilà. En gros. Très bien, merci beaucoup. Et puis, pour continuer sur les associations organisatrices, donc j'invite Evelyne Flavier pour Jonathan Pierre Vivante à venir présenter son association. Merci, bonsoir à tous et merci d'être là. Alors, Jonathan Pierre Vivante est une association JPV maintenant, il faut l'appeler. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1988 et qui a la spécificité d'accueillir des parents endeuillés. Alors, elle est animée, cette association, par des parents concernés par le deuil, quelle que soit la cause du décès. Et à 60% des familles que nous accueillons, ce sont des personnes qui ont connu pour leurs enfants le suicide. Voilà. Donc à Montpellier, nous nous réunissons mensuellement. C'est un groupe de rencontres à la journée et où on fait des retours d'expérience en fait, puisqu'on est tous concernés par ce deuil. Les rencontres sont animées par des parents eux-mêmes concernés par disons, cette cause. Et nous accompagnons, accueillons et soutenons les parents qui nous rejoignent avec des discussions, quelquefois des conférences, en appelant des spécialistes sur des thèmes bien spécifiques. Et c'est une association donc non confessionnelle aussi, j'ai oublié de le préciser, comme les autres associations, sans jugement, sans conseil, mais simplement dans l'écoute, dans l'empathie et dans le soutien. Voilà. Les bénévoles sont formés bien entendu, nous pouvons écouter que lorsque nous avons accompli un certain recul par rapport au deuil qui nous a nous-mêmes touchés. Voilà. Et je répondrai à vos questions si vous avez d'autres questions sur notre fonctionnement. Merci. Merci à vous. Et donc on comprend bien au travers des trois présentations d'associations l'intérêt et la place de l'idée de créer du lien entre les individus, que ce soit du lien à des personnes qui sont isolées, notamment dans le cadre de SOS Amitié, des personnes qui sont endeuillées, un lien qui a été rompu,
il est important de créer du lien et lutter contre l'isolement, c'est un des piliers fondateurs de la prévention du suicide et c'est pour ça que ces associations, ces 3 associations qui, vous l'avez compris, créent beaucoup de temps de rencontre, de partage sous différentes formes. On a entendu la ligne d'écoute, les rencontres, les randos, des conférences, des groupes de parole. On voit bien qu'il faut multiplier les types de rencontres pour permettre ce lien social qu'il est fondamental de cultiver et c'est une façon aussi de faire un certain chemin pour les endeuillés. Pourquoi ce lien avec le 3114 et comment le 3114 en est arrivé là? C'est-à-dire que le 3114, finalement, c'est une façon aussi de permettre un lien permanent. C'est un numéro d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour vous en parler dans cette journée nationale de prévention du suicide, je vais laisser la parole à la fois à Sophie Camp, qui est psychologue et qui travaille dans le dispositif, donc qui répond au téléphone, notamment des appels, et puis à Kim Nigon, qui est assistante sociale, qui travaille également pour le 3114 afin de développer le réseau, les partenariats, comme ce soir notamment, hein, puisque ce n'est pas un secret, c'est dans le cadre de ce développement de partenariat que est né cet espace. Cette année, donc la thématique du 3114, il y a 3 ans, on ne pouvait pas en parler, puisqu'il y a 3 ans, ce numéro n'existait pas, il existe depuis l'an dernier seulement, depuis 2021, avec cette campagne de lancement du 3114. Alors, je vous laisse en parler, puis après on reviendra sur ce sujet thématique et on laissera la place justement à des questions, à des prises de parole, à des compléments, et c'est ainsi que le débat sera nourri. Sophie Camp, à vous. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le 3114 est né, le premier... Pas né, alors, il est arrivé sur le marché, on va dire, le 1er octobre 2021. Maintenant, c'est quand même un numéro qui était pensé depuis de longue date, hein, depuis 2016, par le gouvernement. Et effectivement, le Covid et les périodes connues ont accéléré la mise en œuvre, les recrutements par le CHU La Péronie, puisque le 3114 est installé au sein du CHU La Péronie et on est salarié du CHU de La Péronie, d'accord, pas du CHU. Donc effectivement, ça c'était la différence avec, on reviendra sur les répondants plus tard, mais avec les associations présentes. Donc comme on le disait tout à l'heure, nous sommes des professionnels de santé et nous sommes tous et toutes salariés, donc sur le 3114. Alors pourquoi le 3114 ? Ça s'appelle par le numéro tout simplement pour que ce soit directement accessible aux personnes, que les personnes n'aient pas à chercher tiens, quel est le numéro que je dois appeler si j'ai des idées suicidaires, si je ne vais pas bien, si je pense à la mort. Effectivement, d'appeler le dispositif par son numéro même, ça permet vraiment qu'il soit identifié directement par les personnes. Alors avec des numéros assez simples à retenir, voilà. Donc c'est vrai que le choix de communication, il y a des équipes de communication qui ont travaillé, voilà, de longs mois dessus pour justement arriver à l'ouverture de ce numéro. Le 3114 donc s'inscrit dans la stratégie globale de prévention du suicide, donc qui regroupe différents dispositifs, différents intervenants, différents professionnels qui sont tous formés, voilà, à la prévention du suicide. D'accord. Donc on a le groupement d'études de prévention du suicide, qui est un organisme qui notamment intervient, il y a des professionnels vraiment spécifiés sur le suicide, ils proposent des formations, ils proposent des journées thématiques, ils proposent voilà, des interventions très précises et des études très précises sur le suicide. On a différents dispositifs. En fait, donc le 3114, on va dire qu'il s'inscrit dans une stratégie vraiment... donc la stratégie de prévention du suicide, qui est une stratégie multimodale, pardon. Donc ça veut dire qu'il combine différentes modalités d'intervention. Donc on a des lignes d'écoute, on a des plateformes, on a des dispositifs de recontact de personnes qui ont fait des tentatives de suicide, voilà. Donc il y a différents moyens d'intervenir pour la prévention du suicide. Et de manière très très large, hein. Effectivement, on le voit ici avec les associations qui sont présentes, et il y a beaucoup de dispositifs qui œuvrent dans ce sens. Alors, multiniveau, parce qu'effectivement, la stratégie de prévention du suicide est universelle. Ça veut dire que ça va toucher vraiment le grand public. Et elle peut être également ciblée et sélective en fonction du public que l'on souhaite joindre.
ciblés en fonction de publics qui ont plus de facteurs à risque, qui sont plus à même d'avoir des idées suicidaires ou en tout cas un risque de suicide, de tentative de suicide ou de suicide. Et très ciblés, notamment certains dispositifs dont Vigilance, qui est un dispositif de recontact de personnes qui sont passées par l'hôpital et qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc en fait, on voit qu'il y a différents niveaux d'intervention dans cette stratégie de prise en charge et de stratégie de prévention du suicide. Alors multisectoriel, et on le voit à travers tous les dispositifs, effectivement, ça touche tous les champs d'action, le social, le médico-social, le médical, l'associatif, l'éducatif. Donc vraiment, tous les domaines vont être touchés et interpellés par cette prévention du suicide. Et multidisciplinaire parce que, ben oui, on est différents catégories professionnelles, socio-professionnelles à intervenir pour la prévention du suicide. Donc le 3114 s'inscrit parmi les différents dispositifs qui existent déjà. Donc je vous ai parlé de Vigilance. Il y a le dispositif, alors plutôt une plateforme notamment qui s'appelle Dites je suis là, qui est une plateforme, un site internet avec de nombreuses ressources, notamment pour les aidants, pour des tiers, pour des personnes qui souhaitent avoir du renseignement sur comment faire face à une personne qui a des idées suicidaires. Donc là, vous aurez à la fin de notre intervention, on vous donnera quelques sites clés, et puis sur le site internet notamment du 3114.fr, tout simplement, vous avez également pas mal d'informations et beaucoup de références sur d'autres sites qui sont ouverts au grand public et qui sont tout à fait accessibles pour toute personne et pas que pour des professionnels de santé, bien évidemment. Donc on a des dispositifs comme Papageno, qui est effectivement un dispositif connu également, notamment au niveau de la communication, pour éviter l'effet de contagion suicidaire. Donc on s'est rendu compte également au niveau la communication au niveau des journalistes, etc., éviter certaines thématiques, d'éviter de citer par exemple des endroits, quand il y a eu un suicide à tel endroit, d'éviter de citer l'endroit, d'éviter de propager parce qu'on a vu qu'il y a un effet de contagion. Donc effectivement, ça s'est vu plusieurs fois, c'est ce qu'ils appellent l'effet Werther, et effectivement, on s'est rendu compte que si on parle de manière intense d'un suicide spécifique, ça peut effectivement avoir un effet de contagion sur certaines populations. Voilà, donc tout ça, je ne vais pas vraiment rentrer plus dans les détails, c'est pour vous dire que le 3114 s'inscrit, il n'est pas arrivé comme ça par hasard, d'accord, il s'inscrit vraiment dans un dispositif, dans une stratégie globale de prévention du suicide, et on est tous liés en fait, les uns aux autres. Merci pour cet exposé. Il y a eu beaucoup d'informations, évidemment. Ce que l'on peut comprendre quand même, le mot prévention a été dit plusieurs fois, et c'est peut-être l'occasion dans cette émission de rappeler que la mortalité par suicide, en fait, le phénomène du suicide est en fait une cause de mortalité évitable. Parfois, on rencontre autour de nous des personnes qui peuvent dire quand quelqu'un veut vraiment mettre fin à ses jours, il y arrive. Il y a un certain nombre d'idées reçues sur le sujet, alors même que vous avez cité le GEPS, le groupement d'études de prévention du suicide, qui est un peu la caution scientifique de ce plan national de prévention du suicide. De nombreuses études montrent que quand on prend un certain nombre de mesures, on arrive à faire réduire la mortalité par suicide, les idées suicidaires, les tentatives de suicide, donc tous ces facteurs-là, et donc c'est bien de le rappeler, aussi bien dans la presse, comme vous l'avez dit, qu'en mettant des dispositifs d'appel à l'aide. Et c'est comme ça qu'est né le 3114 pour faciliter l'appel à l'aide et la mise en place en commun de ce numéro. Il existe aussi, vous l'avez dit, la formation, le développement des programmes de formation, cette formation qui s'articule pour les sentinelles qui sont tout un chacun. On a tous un rôle de sentinelle dans un groupe social ou bien dans un groupe professionnel ou dans un espace particulier, et puis des évaluateurs et derrière des intervenants de crise qui sont le plus souvent positionnés soit dans les services d'urgence qui accueillent des psychiatres H24, il y en a quelques-unes dans la région, alors à Montpellier c'est l'hôpital La Péronie, soit effectivement comme vous l'avez dit sur le 3114 en composant ce numéro, et puis il y a beaucoup de moyens aussi pour entrer en contact avec le 3114 puisqu'il est sur tous les réseaux presque pour diffuser d'informations. Donc effectivement il est sur les réseaux sociaux et voilà, donc on a les différents réseaux sociaux et pour nous contacter, c'est très simple, alors qui peut nous contacter? On a soit les personnes elles-mêmes qui ont des idées suicidaires, d'accord, ou une souffrance qui n'est peut-être pas toujours identifiée telle qu'elle par la personne, d'accord. On a donc les personnes, on a également les tiers. Alors les tiers, ça peut être de la famille, des amis, des proches,
ça peut être des professionnels de l'enseignement, de l'éducation, ça peut être voilà tout type de personne qui est inquiète au sujet d'une autre personne ou qui souhaite avoir des renseignements sur le risque suicidaire ou l'évaluation suicidaire. Elle peut nous appeler également. On a également des professionnels de santé qui sont amenés à nous appeler et qui peuvent nous contacter. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, il y a des appels entrants, c'est la majeure partie, évidemment, des appels qu'on reçoit, bien sûr. Mais il y a également possibilité pour nous, répondants, de faire des appels sortants. Donc, il faut savoir qu'on assure quand même, alors on ne fait pas de suivi thérapeutique, d'accord, ce ne sont pas des psychothérapies ou autres, mais par contre, on assure quand même un certain suivi notamment de l'orientation qu'on a proposée à la personne qui nous appelle. Donc, on a des relations avec des médecins, avec des psychiatres, avec notamment les SAMU également de France, puisqu'on va vous expliquer un petit peu la répartition des différents centres dans la France, mais effectivement, on est amené à pouvoir recevoir des appels d'habitants de Lille, parce que le centre de Lille est fermé, ou pas fermé, mais est occupé, ou a déjà de nombreux appels. Donc, on peut être amené à recevoir des appels de personnes de la France entière, et on est susceptible de pouvoir prévenir les secours de la France entière en cas de crise suicidaire extrême ou de tentative de suicide. D'accord ? Donc effectivement, on a toutes ces personnes-là peuvent nous appeler, que ce soit les personnes elles-mêmes ou l'entourage ou des professionnels de santé. On comprend que ce numéro est vraiment le numéro de recours à solliciter à tout moment du jour et de la nuit quand on se pose une question sur le sujet. Peut-être Kim Nigon, donc vous êtes assistante sociale donc au sein du dispositif. Vous avez expliqué tout à l'heure que votre rôle est vraiment de développer les partenariats, et il en faut des partenariats pour arriver à faire diffuser ce numéro, à travailler en interaction avec les associations de terrain qui se sont présentées, avec aussi les professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise un peu votre travail au sein du 3114 et les partenariats que vous tissez, comment on arrive à pouvoir prendre les appels de toute la France et faire les liens à ce niveau-là, quoi. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis assistante sociale et ma principale mission va être de faire le réseau. Donc je le fais notamment avec mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais Monsieur Guillaume Josselin, qui est chargé de réseau sur le 3114. Donc on travaille vraiment ensemble sur ce point-là. Donc moi, étant assistante sociale, je vais plutôt faire tout ce qui relève de mon champ, donc du médico-social, de l'associatif. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le réseau. Il faut arriver à rentrer en contact avec les personnes, à trouver des dates pour présenter notre dispositif. Donc avec Josselin, on le fait généralement ensemble, quand c'est possible. Moi, là, par exemple, j'ai commencé par tous les conseils départementaux de l'Occitanie, parce que nous, on touche vraiment l'Occitanie, c'est notre région, donc on fait tous les départements. Josselin va plutôt faire, par exemple, les comités locaux de santé mentale. Moi, j'ai fait les conseils départementaux, on a fait ensemble les CCAS, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc tout ce qui relève du social. Là, je commence à faire le réseau aussi avec le DAC. Alors avec tous les DAC... Est-ce que vous pouvez développer les acronymes utilisés? Parce que le Centre communal d'action sociale pour le CCAS... Tout à fait. Et le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination. Donc là aussi, très important. Alors c'est compliqué. Le DAC, c'est les dispositifs d'appui à la coordination. Pour eux aussi développer le réseau. Ils appuient aussi un certain nombre de structures dans leur département. Et donc le but, c'est que nous, en leur présentant, puissent eux aussi faire redescendre dans le département le dispositif. On essaie de viser en fait assez haut les structures pour qu'après le sujet soit développé vraiment dans les départements pour que le public, un maximum de public soit touché et connaisse le dispositif. C'est vraiment notre but. Donc après, on a aussi prévu de faire tout ce qui est l'éducation nationale. Pour toucher un maximum parce que, comme disait ma collègue, il est ouvert pour tous ce numéro. Et on a aussi la population qui nous appelle même très jeunes. On a parfois des appels d'étudiants de 10-12 ans. Donc c'est important qu'ils le connaissent aussi. On peut voir dans les informations que des élèves par suicide sont décédés récemment. Donc c'est aussi notre but, de toucher même les plus jeunes. Donc voilà, c'est ma principale mission et je suis aidée de mon collègue pour ça. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être Sophie Camps, un mot sur concrètement comment ça se passe quand vous recevez un appel, quelqu'un appelle le jour, la nuit. Est-ce que vous pouvez nous faire partager un peu un cas, une situation que vous avez en tête sur comment ça se passe et comment vous avez pu gérer la situation? Parfois on n'ose pas composer un numéro, on se dit qu'est-ce qui va se passer? À mon cabinet, je reçois des fois des patients, je leur parle du 3114, ils me disent oui, mais si j'appelle, ils vont me dire qu'il faut absolument aller aux urgences ou on va m'envoyer les secours, alors que des fois, effectivement, on est un peu dans ces questionnements-là.
Comment ça se passe concrètement? Alors. Quelqu'un appelle, voilà. Alors, concrètement, donc effectivement, juste comme vous précisez bien, on a un centre 24 heures sur 24. Il y en a 3 en France. Donc, il y a Montpellier, Lille et Brest. C'est les 3 centres qui sont ouverts 24 heures sur 24. Sinon, il y a 12 autres centres 2 jours. Donc, effectivement, on est quand même assez nombreux aussi en France à faire ce travail sur le 31-14. Donc, concrètement, une personne appelle. Alors, on a des personnes qui appellent très fréquemment, hein, parce que voilà, effectivement, ça reste un numéro qui est accessible, qui est gratuit, qui est facilement accessible aux personnes. Les personnes, en fait, bon, je vais prendre par exemple une situation récente, évidemment sans citer et sans précision particulière, un monsieur donc qui appelle, qui a des idées suicidaires qui sont quand même présentes, alors depuis quelques semaines, voilà. Donc effectivement, c'est compliqué pour lui. C'est la première fois qu'il appelle. Il faut dire que pour certaines personnes, elles n'ont jamais osé en parler, ni à leur famille, ni à leur entourage. C'est vrai que le suicide reste quand même une thématique qui est difficilement entendable pour un entourage, que ce soit pour de la famille, des parents, des enfants. Donc effectivement, ce monsieur n'en a jamais parlé à personne. C'est très compliqué de faire le premier pas, mais il arrive à le faire. Donc effectivement, nous, notre premier rôle, c'est vraiment d'établir le lien, de recevoir la personne avec ce qu'elle nous dit et d'établir ce lien de confiance, de non-jugement. Alors là, on se rejoint, qu'on soit bénévole ou professionnel, on est tous sur le même style d'entretien. Il n'y a pas de jugement, on accueille la personne telle qu'elle, avec le passé qu'elle a eu. Donc cette personne, voilà, a eu un passé pénitentiaire. Donc il est très embêté par rapport à ça aussi, parce que voilà, il pense qu'il y a quelque chose un peu de honteux autour de ça. Donc c'est vraiment le premier rôle, c'est vraiment la réassurance. Après, rapidement, on pose toujours à tout le monde la question: est-ce que vous avez des idées suicidaires? Alors, de le dire, ça ne va pas créer des idées suicidaires chez quelqu'un qui n'en avait pas. Ça, c'est très important aussi, et c'est le conseil qu'on donne aussi aux familles qui nous appellent, parce que parfois, on va se dire, je ne vais pas en parler parce que ça va peut-être lui donner des idées. Non, il vaut mieux poser la question. La personne, bien souvent, si elle en a, elle va être rassurée de se dire, ok, j'ai quelqu'un en face de moi qui peut entendre que oui, j'ai des idées suicidaires et oui, j'ai envie de mourir. Donc effectivement, ce monsieur, il me dit, oui, là, j'en peux plus, j'ai plus rien à faire, j'ai 50 ans, c'est fini, ma vie, elle est finie, j'ai plus rien à faire. Donc effectivement, c'est d'évaluer, nous, notre rôle à partir des dires de la personne et de ses paroles, c'est d'évaluer aussi quand même l'urgence suicidaire. Où est-ce qu'on en est dans ces idées? Est-ce qu'il y a un scénario? Alors, ça semble très terre-à-terre dit comme ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui rassure la personne, qu'on peut vraiment mettre des mots sur, et des mots très pratique et très simple, et d'aller droit au but en fait, et qu'ils puissent exprimer ça, et qu'ils puissent exprimer vraiment, oui, j'ai pensé à ça, là c'est un scénario de prendre sa voiture et d'aller voilà, se jeter quelque part, mais c'est quelque chose de pouvoir extérioriser la parole, ça les rassure vraiment, et ça ne va vraiment pas précipiter le geste. Donc effectivement, c'est de créer le lien, de voir est-ce que vous avez déjà une prise en charge. Est-ce que vous avez un suivi thérapeutique? Est-ce que vous voyez un médecin? Donc ce sont des questions voilà, qui sont amenées voilà, dans la discussion. On laisse beaucoup parler les personnes. Donc s'assurer de savoir est-ce qu'il y a déjà un suivi? Oui, non. S'il n'y a pas de suivi, c'est de les conseiller sur quel suivi ils peuvent mettre en place. Un suivi vers un psychiatre, vers un psychologue, vers un thérapeute, vers un médecin généraliste à minima. Voilà. Donc après, c'est sûr que dans l'évaluation, là, la situation de ce monsieur-là, il était clairement, je ne sais pas si je vais passer le week-end. Donc on a évidemment proposé la solution de dire, est-ce que là, on était vendredi, il me dit qu'il va peut-être pas passer le week-end, qu'il se sent pas, voilà, il ne sait pas comment ça va se passer pour lui. La solution la plus rapide de voir un psychiatre, ça reste les urgences psychiatriques. Donc effectivement, c'est pas une solution qu'on propose à tour de bras, parce qu'on sait que c'est pas toujours non plus. Alors c'est pas que c'est pas la meilleure des solutions, mais si on peut éviter un passage aux urgences parce que c'est évitable, on le fait bien évidemment. Si on ne peut pas l'éviter aussi, c'est la seule solution pour que la personne soit prise en charge et soit mise en sécurité. Donc là, ce monsieur-là était d'accord. Voilà, on a mis en place pour qu'il puisse être orienté vers un psychiatre en urgence. Donc là, voilà, c'est une situation qui se passe, alors bien, en tout cas, où la personne, elle est effectivement d'accord de l'orientation qu'on lui propose. Il y a des personnes qui ne sont absolument pas d'accord. D'accord ? Donc on est là aussi pour accueillir le refus éventuellement d'une personne, de voir la solution qu'on peut mettre en place avec elle. C'est voilà, c'est pas toujours évident, parce que parfois on se retrouve face à des personnes qui mettent en échec les différentes solutions qu'on peut leur proposer.
On n'a pas la science infuse, c'est pas parce qu'on est psychologue ou infirmier. Alors, en tant que répondant, il y a des psychologues et des infirmiers, infirmières. Voilà, ce sont les deux professionnels de santé qui sont répondants. Mais donc voilà, c'est de pouvoir aussi laisser la personne libre des solutions qu'elle peut nous amener. Et ça, c'est important. Donc voilà, on essaye vraiment de mettre en œuvre une mise en sécurité pour les personnes qui nécessitent une mise en sécurité et d'orienter vers les différents professionnels de santé. Il y a des personnes qui sont très, très isolées, beaucoup de personnes. Donc ça, effectivement, vous avez dit aussi qu'il y a des personnes qui sont très, très seules et c'est quand même, voilà, l'isolement est quand même un facteur mais qui est très, très présent dans les personnes qu'on accueille au téléphone et la création du lien et toutes les associations. Et donc, c'est important pour ça aussi qu'on se rencontre et qu'on puisse faire, nous, entre nous, déjà le plus possible de liens pour qu'on puisse, nous, proposer aux personnes les solutions les plus ciblées par rapport à leurs problématiques et par rapport à ce dont elles ont besoin. Mais c'est vrai que l'isolement, c'est un facteur qui est très, très présent et qui doit être pris en charge. Très bien. À partir de ce cas concret, on comprend bien qu'il y a des personnes qui peuvent appeler parce qu'elles ont des idées suicidaires et on comprend bien qu'il y a tout un chemin entre avoir eu des idées suicidaires une seule fois à un moment donné et avoir des idées suicidaires toute la journée en continu, très présentes avec un projet. Et c'est ce que vous évaluez au 3114. Et c'est peut-être l'occasion d'évoquer ici dans la salle et à nos auditeurs aussi le fait d'avoir des idées suicidaires. Parfois c'est banalisé en disant tout le monde a des idées suicidaires. Mais en fait on peut tous en avoir, mais tout le monde n'a pas des idées suicidaires. Tout le monde respire, oui. Mais le fait d'avoir des idées suicidaires, c'est quand même un marqueur de la souffrance. Et je crois que si on doit dire un message, et c'est bien de se rappeler qu'on peut appeler ce numéro et aller demander de l'aide, c'est la première étape en fait pour pouvoir avancer dans ce chemin. Et donc un message, c'est de ne pas banaliser les idées suicidaires. Et donc effectivement, si on a des idées suicidaires, il ne faut pas hésiter et aller solliciter de l'aide et surtout ne pas rester seul. Vous l'avez dit, l'isolement, on a tendance, et c'est une tendance qui a été observée sociologiquement, mais aussi dans des études de psychologie, naturellement, quand on souffre, on préfère s'isoler. On a souvent l'impression qu'on va être un poids pour les autres, ça va être difficile d'en parler. Et c'est vrai que là encore, recréer le lien, être disponible, c'est la première étape et on l'entend bien. C'est juste pour rebondir sur ne pas banaliser, parce qu'effectivement, c'est important que les personnes soient entendues dans leur souffrance. Alors, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui nous appellent, toutes n'ont pas, bah oui, j'ai des idées suicidaires. Et il vaut mieux, comme on dit toujours, trop que trop peu. Donc, il vaut mieux, dans le doute, si vous souhaitez appeler ou si vous voulez orienter quelqu'un et je ne sais pas trop si c'est vers le 3114 ou pas, il vaut mieux nous l'orienter. Et puis, nous, on orientera sur d'autres structures ou d'autres lignes d'appel si nécessaire. Mais voilà, parce que la personne, effectivement, elles n'ont pas toujours conscience non plus de leurs idées suicidaires ou que quand elles nous disent, moi, je vais boire et j'espère mourir un jour. Ou, voilà, c'est des idées suicidaires, même si c'est passif. Ou je suis malade et j'espère juste en mourir de ma maladie. Voilà, il faut vraiment que l'évaluation puisse se faire. Il y a une évaluation assez précise et ne pas banaliser, mais c'est aussi à travers certains gestes que les personnes peuvent poser. On a des personnes qui vont peut-être prendre un type de médicament, ou un Doliprane ou 2 Doliprane. Effectivement, c'est peut-être pas létal. Nous, on n'est pas médecin pour évaluer, mais c'est surtout le geste derrière tel qu'il est. Si c'est pour mourir, j'ai envie de dire, peu importe ce que la personne prend ou fait, si dans l'idée derrière l'intention est de mourir, il ne faut pas banaliser le geste en disant il va rien t'arriver de grave, c'est pas grave. Non, il y a le geste qui a été posé. Et ça, c'est important, de l'entendre aussi. Oui, c'est vrai, ça fait écho à une autre idée reçue, et c'est bien qu'on puisse en parler ce soir, et ça ouvrira peut-être à des questions, et c'est bien qu'on puisse en parler sur la radio Aviva. Je le rappelle qu'on est diffusé sur cette radio. Parfois, on entend aussi l'idée que ceux qui, selon les moyens, on veut pas vraiment mourir, ou c'est pas très clair, ou il y a des gens qui veulent vraiment mourir, ou il y en a qui font que des appels à l'aide. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le positionnement autour de cette idée? Est-ce qu'il y a des appels à l'aide? Qu'est-ce que c'est? Comment on le conçoit? Bien souvent, on évoque l'idée que c'est bien de la souffrance qu'on prend en charge et qu'il n'y a pas d'appel à l'aide, en fait. Alors, effectivement, on l'entend beaucoup au téléphone, des personnes, ou alors de la famille qui nous appelle, oui, mais chaque fois, où il nous fait un chantage au suicide, ou il nous dit qu'il va passer à l'acte, ou il n'a pas pris grand-chose, c'était juste un appel à l'aide. Effectivement, vous avez raison de préciser que
il y a de la souffrance derrière. Donc, quelle qu'elle soit, on n'a pas de graduation. On a des personnes qui nous disent mais il y en a qui souffrent plus que moi je suis pas légitime. Non, nous, on est là pour reconnaître la personne dans sa souffrance telle qu'elle est. Et effectivement, c'est important aussi que les personnes soient entendues. On ne peut pas graduer la souffrance, elle n'est pas graduable. Et on est là vraiment pour écouter la personne avec ce qu'elle nous amène. Donc, les appels à l'aide, s'il y a appel à l'aide, c'est qu'il y a souffrance. D'accord ? Nous, effectivement, de nouveau, on n'est pas médecin. Alors, on a un référent psychiatre. Alors, on a une garde nationale. Alors, je précise, parce qu'effectivement, quand je dis qu'on n'est pas médecin, c'est qu'au niveau... Alors, on a des connaissances, comme tout le monde, sur la létalité, notamment ou pas, de certains dosages ou certaines doses de médicaments prises. Par contre, on préfère toujours en référer à un médecin. Enfin, on préfère, et on en réfère à un médecin. Et on a donc notre psychiatre également, qui est le docteur Lucide Villain, qui est la référente du 3114 pour le dispositif de Montpellier. Mais au niveau national, de jour comme de nuit, on a une garde de psychiatres qui sont accessibles 24 heures sur 24. Donc nous, effectivement, il faut savoir que quand on est derrière notre téléphone, on répond, on est seul, mais on n'est pas seul. On est toujours en binôme, minimum, à 2 ou à 3 en tout cas, dans la même salle pour répondre au téléphone. On a accès à un psychiatre 24 heures sur 24 pour toute question et problématique de situations plus complexes, parce qu'effectivement, les situations, elles ont aussi leur degré de complexité. Et donc voilà, donc effectivement, tout ce qui est chantage ou c'est pas grave ou c'est un appel à l'aide, c'est entendu et il faut l'entendre. Et de nouveau, je dis, il vaut mieux trop que trop peu. Si vous avez un doute, vous nous orientez la personne, vous lui demandez d'appeler le 3114. Certaines personnes, c'est compliqué en fait, le premier pas. Et le téléphone est le premier pas et parfois, ça permet de mettre une certaine barrière. On ne voit pas la personne, encore le monsieur dont je vous parlais, il me disait, là c'est plus facile parce qu'on ne se voit pas, c'est derrière le téléphone. Et effectivement, cette barrière du téléphone n'est plus vraiment une barrière parce qu'elle permet de se livrer un peu plus et de se rendre compte que finalement, effectivement, on peut parler à un psychologue, on peut parler à un infirmier, une infirmière, et ça peut-être aider. Donc ça permet de passer à une étape suivante. Donc je crois qu'on a pas mal d'infos sur le 3114. On a prévu, je le dis ici, donc si certains ont des questions, si déjà les informations qui ont été diffusées, si les représentants d'associations veulent rebondir sur ce qui a été dit, bien sûr, vous pouvez prendre la parole, vous manifester, on vous amènera le micro dans l'assemblée. Et puis, c'est important, je laisse la possibilité à ceux qui veulent lever la main pour prendre de la parole et faire des remarques, peut-être des témoignages ou des questionnements. Je peux reformuler sur le fait qu'effectivement, il faut pouvoir appeler ce numéro. Si on se pose la question finalement, est-ce qu'on doit appeler ce numéro? C'est peut-être qu'on doit déjà l'appeler pour faciliter cet engagement à le composer. On aura donc une écoute bienveillante, on l'a compris, avec des éléments de réponse. En cas de geste suicidaire, après, il vous arrive de basculer directement avec le 15 pour apporter les secours, en fait. Mais on va dire que c'est 10% de nos appels pour le 15. Donc, après, nous, on a notre évaluation. Effectivement, si on estime qu'il faut une prise en charge, on bascule sur le 15. Alors, avec le SAMU de l'Hérault, c'est assez simple puisque nous avons des bureaux au sein du centre SDIS, donc qui est à Vaillocaize, là où il y a les pompiers et également le SAMU 34. Donc c'est vrai que là, les agents de régulation et les médecins coordinateurs sont juste à côté de nous. Mais effectivement, on a, comme on dit, les numéros des SAMU. Et il y a une information qui a été faite par le docteur Villa et par Jocelyn Guyeudot, qui a été faite auprès de tous les SAMU, en tout cas de l'Occitanie, pour expliquer le 3114 aussi. Et donc, si nous, on bascule un appel, on a quand même eu une première évaluation qui a été faite de notre part. Maintenant, après, c'est le médecin du SAMU qui va refaire également une évaluation derrière. Mais bien souvent, c'est vrai qu'ils nous font quand même confiance dans le sens où notre évaluation, maintenant, ça fait 1 an et demi aussi, elle commence à être un peu aiguisée sur le moment où il y a vraiment besoin d'un secours, d'une prise en charge. On essaye toujours, on a conscience des difficultés aussi des SAMU et des urgences et de ces prises en charge. Donc nous, on essaye avec la personne, s'il y a besoin d'aller aux urgences, de voir déjà dans quelle mesure elle peut s'y rendre elle-même, parce que certaines personnes sont en capacité, même en crise suicidaire, de pouvoir se rendre aux urgences elles-mêmes. On les accompagne, on s'assure qu'elles y sont. Enfin voilà, il y a comme un accompagnement qui est fait. On regarde dans leur entourage, est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des amis, des colocataires ou autres qui peuvent vous emmener. Sinon, voilà, on a cette solution du SAMU et on travaille en collaboration avec eux. Et oui,
on va dire 10% de nos appels qui basculent sur une prise en charge par le SAMU. Donc on est une ligne d'urgence. Enfin voilà, on est quand même aussi spécifié sur urgence suicidaire. Et voilà. Donc, Très bien. Et puis donc, je vois qu'il y a une question, donc on va pouvoir apporter le micro dans la salle, manifestez-vous. Et donc on le disait ici à Vaillocais, parce que le numéro 3114 est bien un numéro national, donc ça de partout n'hésitez pas, vous pouvez le composer. Il faut savoir en fait que vous avez des bonnes relations avec le SAMU, notamment 34, avec tous les SAMU j'imagine, mais notamment 34, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil au dispositif Vigilance, qui utilisait les locaux juste avant vous, et qui, dispositif Vigilance, certains peuvent le connaître, a été piloté Montpellier et la région Languedoc-Roussillon avant la fusion des régions. Languedoc-Roussillon était une des premières régions à recevoir le dispositif Vigilance qui, on en parlait en introduction, vous l'avez dit, dans le cadre d'une prévention plus sélective, plus ciblée sur des personnes qui ont déjà fait des gestes, permet de leur donner une carte avec un numéro d'appel, de les recontacter systématiquement à 21 jours pour les personnes qui avaient déjà réalisé un geste au moment de leur deuxième passage aux urgences. Et donc c'est un numéro plus spécifique et qui avait débuté les prises en charge directement à Vaillocais, qui est la plateforme où le numéro du 18, du 112 et du 15 sont centralisés. Et donc, ça a permis de faire ce travail en équipe et en coéquipe avec les professionnels de l'intervention d'urgence que sont les armes qui répondent au téléphone, les médecins régulateurs et les équipes derrière de SAMU et de pompiers. Donc, je voulais le rappeler parce qu'il y a toute une histoire. Hein. On parlait des associations qui étaient bien avant dans le lien. On voit qu'il y a une organisation qui fait étape par étape, vigilance dans un premier temps sur une prévention ciblée. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, je le rappelle, on met à l'honneur particulièrement le 3114, qui est un numéro national et qui est pour une, on va dire, prévention plus universelle, qui est destinée à tout le monde, qu'on soit concerné ou qu'on soit proche de personnes qui sont victimes ou qui ont des idées suicidaires. Madame, pour votre question, peut-être, allez-y. Oui, moi je suis Peut-être présentez-vous. Ouais. assistante sociale au CHU. Donc, l'information est bienvenue, même si j'en avais entendu parler. Je voulais juste savoir, quand on appelle, on tombe sur un professionnel. C'est un psychologue, ou ça peut être plusieurs professionnels. Ou psychologue ou infirmier, infirmière. Voilà, c'est les deux métiers, on va dire, représentés au 3114 au niveau national. D'accord, c'était le choix en tout cas et la volonté que ce soit, voilà, on est ou psychologue ou infirmier dans tous les centres répondants au niveau national. Ce sont ces deux corps de métiers-là, voilà, qui sont représentés. Ce sont ces deux professionnels qui répondent au téléphone. Oui, de rien. Merci. Peut-être une autre intervention, une autre question. Voilà, en général, c'est comme quand on compose le numéro, il faut faire un premier pas et puis après, les choses viennent naturellement. Allez-y pour la deuxième question. Petite question, si, admettons, la personne va aux urgences d'elle-même ou par le SAMU, est-ce que vous faites un lien avec le psychiatre des urgences ou pas? Alors, avec le psychiatre, ça dépend le psychiatre qui est en place. Alors, pas par rapport au choix du psychiatre, hein, mais effectivement, on fait un lien dans le sens, si on oriente une personne aux urgences, on va s'assurer, voilà, prévenir les urgences, demander l'accord à la personne, mais bon, si elle y va, elle est d'accord qu'on transmette un minimum d'informations et effectivement, de prévenir aussi aux urgences que telle personne va arriver pour telle raison et voilà, il ou elle a appelé le 3114. Donc, on crée le lien pour que la personne arrive quand même dans un contexte, ce qui rassure également la personne de savoir que nous, on a créé le lien, qu'elle ne va pas arriver en inconnu aux urgences et qu'il y a voilà, une prise en charge qui va déjà être un peu ciblée par rapport à la problématique de la personne. J'ai une autre question. Oui. Parce que moi, j'accompagne des femmes isolées, victimes de violences conjugales. Oui. Et ça peut arriver qu'elles aient des idées suicidaires. Et parfois, elles sont alcoolisées, justement. Et ça peut, du coup... arriver. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des appels où les personnes sont alcoolisées? Comment du coup c'est pris en charge? Oui, alors oui, on en a effectivement. Alors c'est pris en charge comme tout autre appel dans la mesure où l'évaluation est possible aussi. Alors j'ai envie de dire, tout dépend aussi du niveau d'alcoolisation de la personne. Il y a des personnes qui sont voilà alcoolisées, mais effectivement où l'évaluation est tout à fait possible. D'autres personnes, parfois, l'évaluation est un peu plus compliquée. Et ce qui peut compliquer éventuellement une prise en charge aux urgences si on doit les orienter vers les urgences. Voilà, parce qu'effectivement, l'évaluation est parfois un peu biaisée.
Donc, mais nous, on va évidemment pas refuser de parler avec quelqu'un s'il y a eu de l'alcool ou s'il est alcoolisé. On essaye dans la mesure du possible de la rassurer. Alors, beaucoup de personnes, on est aussi quand même dans une anxiété, une angoisse. Et effectivement, les personnes, pas que alcoolisées, mais effectivement, ça peut être une source d'angoisse supplémentaire mais si je dois me rendre aux urgences, est-ce qu'ils vont pouvoir m'accueillir? Est-ce que donc, voilà, nous on est là aussi pour diminuer un peu cette angoisse, les rassurer, essayer de voir avec elles quelles solutions on peut mettre en place, de voir dans l'entourage, de voir, enfin voilà. C'est vrai que parfois les personnes, pas parfois, quand elles sont très angoissées ou en crise suicidaire, on est sur un niveau émotionnel où le cognitif et la raison n'est plus vraiment là. C'est pas qu'elles ont perdu la raison, c'est que de penser, de trouver des solutions, de réfléchir à des solutions très concrètes, ils ont besoin d'une aide extérieure pour revenir à quelque chose de pratico-pratique, d'accord? Donc parfois, ça permet aussi, avec notre intervention, de pouvoir diminuer l'angoisse, diminuer l'anxiété et mettre en place des solutions un peu plus concrètes qui vont pouvoir apaiser la personne sans devoir passer par les urgences ou par quelque chose d'un peu plus, voilà, de médicalisé ou autre. Mais c'est vrai que voilà, on accueille tout type de personnes et on essaie dans la mesure du possible de faire une évaluation la plus juste possible. Il n'était pas. Ce qui est complexe, je trouve, enfin moi ça m'est arrivé, c'est du coup d'accompagner aux urgences une femme qui était alcoolisée et qui avait des idées suicidaires et en fait elle n'a pas pu être prise en charge directement parce qu'elle était trop alcoolisée et moi je pouvais pas l'accompagner jusqu'au bout, elle devait y rester la nuit, mais en même temps j'avais peur qu'elle parte parce qu'elle voulait pas rester aux urgences et en même temps elle était très vulnérable. Donc c'est complexe, quoi, surtout quand elles sont alcoolisées, quoi, pour la prise en charge en tout cas. Bien sûr, si je puis me permettre, je vais mettre ma petite casquette d'ancien médecin psychiatre des urgences et j'ai travaillé dans différents services de la région. Donc la question de l'alcool, de toute façon, il est important de le dire, c'est un des facteurs de risque de mortalité par suicide. Donc il y a une association et les personnes qui ont des maladies addictives et des pathologies de dépendance aux substances et dont l'alcool ont un risque plus élevé de décès par suicide. Donc bien sûr que le risque est important. Pour ce qui est de l'évaluation, évidemment qu'au téléphone, quand on a quelqu'un qui compose le numéro et vous essayez de tant bien que mal de pouvoir accueillir ces appels, de les orienter, d'évaluer aussi le niveau, parce qu'on imagine bien dans l'alcoolisation que selon la quantité d'alcool que la personne peut avoir, elle n'est pas dans le même état. Le principe pour l'évaluation qui se fait aux urgences et donc par le psychiatre à ce moment-là, c'est effectivement de pouvoir faire l'évaluation en dehors de l'effet toxique des substances, que ce soit l'alcool ou d'autres produits. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on va aux urgences sous l'emprise de l'alcool, il faut réévaluer la personne à distance de l'imprégnation alcoolique. Pourquoi? Parce que d'une part, les discours sont vraiment différents, l'expérience le montre et c'est assez édifiant, qu'au moment où on est pris par l'alcool, on a une altération aussi de son jugement et de ses propres perceptions. Donc c'est vrai que ça amène une difficulté, on la comprend tout à fait, et c'est pas parce que les psychiatres aux urgences diffèrent le temps d'évaluation ou doivent réévaluer, c'est juste parce que tout le monde le comprend aisément. On ne peut pas évaluer correctement une situation sur une personne qui est imprégnée par l'alcool, mais ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait sur la capacité, le champ cognitif, ce que vous avez évoqué lorsqu'on est en crise. Cette fois-ci, indépendamment de l'alcool, il y a des niveaux d'état émotionnel qui empêchent de percevoir et d'avoir une rationalité. On peut tenir des discours ou prendre les mauvaises décisions. C'est un peu l'idée en situation de crise suicidaire qu'on peut avoir plein d'idées contradictoires et qu'on est un peu des fois désorganisé parce qu'on est submergé par les émotions ou par une douleur morale intense. Et à ce moment-là, on a du mal à prendre les bonnes décisions. On a tendance à penser en tout cas que la mauvaise décision, c'est celle qui est irrévocable, c'est celle de mettre fin à ses jours. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à apporter de l'apaisement, soit avec l'échange que peut proposer le 3114, mais surtout dans ces cas très intenses, lors des hospitalisations ou lors des consultations rapprochées, de façon à avoir une personne qui s'apaise et qui va pouvoir revoir un peu plus les alternatives. Parce que bien souvent, il y a un phénomène, et c'est important de le rappeler, qu'on appelle de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'on a à la fois une douleur et une souffrance importante qui nous donne envie de mettre fin à nos jours, qui nous fait penser qu'on ne veut plus vivre la vie qu'on vit actuellement. C'est ça le niveau de douleur morale et c'est ce qui amène principalement aux idées suicidaires. Et à la fois, on a souvent des raisons qui nous tiennent encore en vie. Des fois, c'est des petites raisons, des fois, c'est un proche, des fois, c'est juste un voisin, des fois, c'est un animal de compagnie, des fois, c'est un symbole ou c'est une histoire. Et effectivement, le travail des thérapeutes au 3114, certainement dans l'écoute parfois, même si on a dit qu'il y a des rôles différents, c'est d'arriver à faire peser la balance du côté de ce qui nous maintient en vie
Et c'est ça qu'on fait dans l'urgence. Donc j'entends la difficulté, et c'est toujours important de pouvoir accompagner, c'est très bien. Au passage, je crois que c'est le 3919, le numéro pour les violences faites aux femmes qui existe, c'est une plateforme nationale, je crois, parce qu'on parle du 3114 pour les idées et qu'il y a des numéros un peu partout, il faut arriver à centraliser. Et donc voilà, donc pour rappeler qu'il y a quand même ce phénomène d'ambivalence sur les risques suicidaires, ce qui peut des fois donner l'impression que certains veulent pas vraiment faire un geste ou prennent des médicaments peut-être et appellent à l'aide après. Ça ne présage pas du risque et de la souffrance de la personne, ça présage juste de ce qu'on appelle ce phénomène d'ambivalence où on peut avoir et envie et pas envie, et c'est en permanence en train d'être re-questionné, et c'est l'enjeu d'un numéro comme le 3114 de pouvoir cueillir cette ambivalence, de répondre et d'apporter une sécurisation. Je vais donner 2 prises de parole. On arrive à la fin du format de l'émission. Oui. Donc, juste derrière et après, Monsieur Penta. Très rapidement, moi, je voudrais parler des bénévoles qui sont à l'écoute, justement, les écoutants. C'est quand même une charge assez importante. Bon, je sais qu'ils sont formés ou elles sont formées. Est-ce qu'ils sont aussi soutenus psychologiquement? Parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un au bout du fil qu'on sent prêt à passer à l'acte. Donc, c'est quand même une charge importante. Et voilà, donc je voulais voir un peu sur ce suivi-là, je voulais avoir quelques informations. Les bénévoles, c'est nous, c'est pas eux. Donc, pour répondre directement à la question, on a 2 heures de supervision par mois pour tous les écoutants. C'est indispensable d'avoir ce retour et de pouvoir échanger sur les douleurs, vu la charge mentale que ça représente pour nous et le fait qu'on peut en souffrir aussi. Hein. On entend des choses qui sont parfois extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, donc il faut qu'on puisse en parler. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et sur ce que tu viens de dire là maintenant, sur le fait qu'il est indispensable de parler. Et je trouve que pour nous qui sommes à l'écoute de la parole, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de magique parfois, parce que simplement en écoutant, en donnant la place à la personne et en lui donnant la totale place, c'est-à-dire à la fois sa place de personne souffrante, mais aussi de personne qui a aussi d'autres raisons de vivre, et arriver à lui montrer qu'elle est à la fois... alors c'est l'ambivalence, mais elle est complète. Ça nous arrive souvent à la fois de pleurer et de rire au téléphone. On arrive à jouer sur les 2 registres. Et quand on arrive à rattraper le registre de ce qui fait vivre la personne, alors ça peut être n'importe quoi, l'animal ou tout à fait les proches, etc., ou simplement les passions que la personne a pu avoir dans sa vie, c'est assez extraordinaire comme... alors nous, notre objectif, c'est pas de conduire à soigner éventuellement, on rentre pas dans le sanitaire du tout, dans la santé, nous ne sommes pas des thérapeutes. Par contre... on rentre complètement, dans notre charte, c'est faire baisser l'angoisse. Et à partir du moment où on fait baisser l'angoisse, on redonne à la personne la capacité de penser elle-même. Et tu disais bien qu'en fait, sa pensée était complètement troublée par sa souffrance, et à un moment, elle peut repenser à nouveau et trouver aussi des solutions. Bon, je n'irai pas plus loin. Parce que... oui. Je crois qu'on arrive à la fin du temps d'émission. Il nous reste quelques minutes, peut-être un dernier mot, et puis je ferai la synthèse. Et pour les personnes présentes dans la pièce, on pourra... poursuivre juste après quelques échanges informels pour pas que vous restiez avec vos questions. Juste, je voulais alors 2 secondes rebondir vraiment sur la volonté, en fait, quand il y a un geste suicidaire, beaucoup de personnes nous disent je veux pas mourir. C'est pas mourir que je veux, je veux que ma souffrance elle s'arrête. Et pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc voilà, en fait, c'est là aussi là-dessus qu'on rebondit nous, parce que voilà, vous n'êtes pas seul et on peut chercher d'autres solutions. Mais ça, c'est important. La personne, elle veut pas mourir. Hein, donc c'est important, voilà, juste de préciser ça pour la prise en charge des personnes suicidaires. Ouais. Merci à tous et à toutes pour vos interventions. Donc on arrive à la fin en tout cas de la partie retransmise de Radio Aviva. Donc je remercie cette radio d'avoir pu retransmettre cette émission. Donc on a traité du 3114, un numéro qu'il ne faut pas hésiter à composer, que l'on soit concerné par des idées suicidaires ou que l'on soit proche de personnes en difficulté. Merci aussi à Jean-Noël Pentard, à Catherine Favre et à Evelyne Flavier pour l'initiative de cette journée dans le cadre de, je le rappelle, la Journée nationale de prévention du suicide, et où nous étions accueillis au Gazette Café. Merci à vous et n'hésitez pas à nous appeler au 3114. Et merci également pour votre accueil. Merci.